Bien, écoutez, merci d'être là, même si vous n'êtes pas nombreux, c'est pas grave. Je vais vous présenter, faire une présentation de ce que pourrait être l'implémentation de l'intelligence artificielle dans un DAM. Donc 2 mots sur Orkis. Orkis, c'est une société qui a 35 ans maintenant, qui est éditeur de logiciels de Digital Asset Management depuis, on peut dire, une trentaine d'années. Je suis le fondateur de cette société. Elle a été rachetée au 1er juillet 2024 par un très important groupe de logiciels international qui est le groupe Volaris. C'est un groupe qui est lui-même filiale du groupe Constellation Software Inc., qui est un groupe canadien. Ça fait au total 1000 sociétés dans le groupe. Et donc, voilà, Orkis est le fer de lance et la tête de pont d'âme dans ce groupe-là au niveau international. 2 mots sur le métier d'Orkis. Nous, on est éditeur de logiciels. C'est-à-dire qu'on est fondamentalement éditeur. On ne développe pas de solutions spécifiques sur la base de notre moteur, excepté des habillages web de certaines présentations de certains sites. Mais tout ce qui est développé comme nouvelles fonctions pour les clients, que les clients demandent, sont intégrés dans le moteur du produit. Et donc tous les clients en bénéficient. On va parler d'intelligence artificielle, donc c'est intéressant de dire qu'on n'a pas attendu ChatGPT pour faire l'intelligence artificielle, puisqu'on en fait depuis 2013, 2012-2013. On fait ça avec des laboratoires de recherche français qui sont en pointe au niveau mondial. Donc vous avez les logos qui sont le LIA, Eurecom et le LIUM. Et donc on a démarré très très tôt des programmes pour pouvoir détecter des contenus dans des supports audio, des supports visuels, pour pouvoir faire de la préindexation à l'aide d'intelligence artificielle. Donc un DAM, pour ceux qui ne savent pas, je pense que je ne vais pas vous faire l'affront de ça, c'est un logiciel qui permet de classer, d'éditer, de classer et d'indexer pour les diffuser des assets visuels, donc photos, vidéos. Maintenant, on a commencé il y a longtemps quand il n'y avait même pas de photos numériques. Donc on a commencé avec des photos, puis des vidéos, puis on a intégré du son, puis on a intégré tout ce qui touche à l'image complexe, image 360, image 3D. Et donc on a toute la capacité de gérer tous ces types de médias au sein du logiciel. Alors Ajaris, c'est une solution qui est 100% française, qui est développée, comme je le disais, avec des fonctionnalités standards qui sont ensuite rediffusées sur tous les clients, avec une évolution en mode agile, et on est référencé sur les plateformes UGAP et Ouranos. Ouranos, qui est la plateforme d'achat du ministère des Armées, puisqu'on a une très grosse activité au niveau du ministère des Armées. Alors, l'IA dans Ajaris. L'IA dans Ajaris, comme je vous dis, l'IA chez nous, c'est une longue histoire. On a démarré donc en 2013 en développant un système d'aide à la transcription automatique de vidéos, de sons et de podcasts, puis en développant un algorithme souverain de reconnaissance faciale avec un objectif qui était de préserver le droit à l'image des personnes présentes sur les photos. Donc ça, pour nous, c'est une longue histoire. Bon, on connaît les LLM depuis pas mal de temps. On a, comme je vais vous le montrer, on a fait un connecteur récemment avec ChatGPT pour montrer qu'on savait faire, sachant que c'est pas pour nous une finalité. Et je vais vous expliquer ce qu'on fait et quelle est notre éthique et notre stratégie au niveau de l'IA dans le DAM. Alors l'IA dans le DAM, il y a des opportunités et des risques. Il y a donc deux opportunités majeures, c'est de produire de l'indexation, de produire des contenus liés aux médias à partir de supports qui peuvent être divers et variés, comme des supports audio, des PDF ou des images, pouvoir indexer des images. En analysant ces contenus sans intervention humaine. Ça, c'est l'opportunité claire. Un DAM, c'est d'abord une solution qui va gérer des supports qui sont des assets qui sont
potentiellement sans contenu évident à l'intérieur et dont il faut extraire les informations pour pouvoir générer ces contenus. Par rapport à un document qui est une facture ou un document texte qu'on peut ossériser facilement, détecter des contenus dans une image, c'est beaucoup moins évident. Et dans un son, c'est encore pire. Nous, on pensait que c'était l'inverse. On a démarré par l'analyse du son. Et en fait, l'analyse du son est bien plus complexe que l'analyse de l'image. Et ensuite, bon, maintenant, ce qui est apparu, effectivement, ce sont les capacités qu'on appelle multimodales, c'est-à-dire avec la possibilité non pas de travailler uniquement sur le texte, comme avec les larges langages de modèles, mais également de produire des images à partir des IA génératives. Je vous dis tout de suite, on ne fait pas pour le moment de génération, on n'utilise pas d'IA générative dans Ajaris parce qu'on estime que ce n'est pas la vocation d'un DAM. Il y a des concurrents qui le font très bien, grand bien à leur face. Nous, on est rattachés, enfin, notre éthique, c'est de pouvoir protéger des contenus qui sont produits par des humains ou des humains à l'aide d'IA. On ne génère pas de contenu à partir des contenus qui sont stockés dans le DAM. On pourrait le faire, hein. On a une passerelle avec ChatGPT que je vous montrerai tout à l'heure. On pourrait très bien dire à ChatGPT, on t'envoie 2 images, tu me les fusionnes, ou tu me fais à partir de ces 2 images une nouvelle image qui parle de ça. C'est pas une problématique technique, c'est une problématique pour nous, pour le moment, stratégique et éthique. Par contre, on essaie nous d'être vigilants et de ne pas se laisser bercer par les grands acteurs du DAM qui disent venez vers nous, on peut tout faire et c'est l'avenir. Il y a aussi des risques, en particulier l'utilisation abusive des données. Aujourd'hui, le cadre juridique pour l'utilisation de médias en injection dans des LLM ou dans des IA génératives n'est pas clairement défini. Ils font chacun un peu ce qu'ils veulent. Quand ce sont les GAFAM, si on veut indexer une image en envoyant une image à ChatGPT, il faut envoyer l'image. Le problème, c'est qu'ils sont très flous par rapport à ce qu'ils font de l'image qu'on leur a envoyée. Ensuite, l'IA peut générer des biais d'interprétation, hein, donc générer des fausses informations, des hallucinations. Et donc ça, c'est inhérent à des algorithmes dont les fabricants eux-mêmes ne savent pas trop comment ils fonctionnent à l'interne. Hein. Nous, je vous ai dit qu'on travaille avec des laboratoires de recherche. Il y a des grosses thématiques de recherche qui sont lutte contre les fake news. Ça, c'est la première thématique aujourd'hui. Lutte contre les deepfakes. La deuxième thématique, c'est explicabilité. C'est-à-dire pourquoi une IA a interprété une donnée de telle façon et pourquoi elle a généré tel résultat. Et ça, ce sont des thèmes de recherche. Aujourd'hui, on a parfois, d'ailleurs vous verrez, je vous présenterai des exemples d'indexation qu'on a fait à partir de ChatGPT. À partir d'un prompt qui varie un petit peu, elle va donner des résultats qui sont différents. Donc ça, c'est un vrai souci. Ensuite, vous avez un risque qui est pour nous fondamental, c'est l'empreinte carbone. C'est-à-dire que générer des vidéos à partir d'une IA, ça a un impact carbone qui est colossal. On va voir un petit peu ce que ça veut dire sur les grands acteurs du marché dans le slide suivant. Mais nous, c'est ce qu'on essaie on essaie d'être vigilant à ce niveau-là pour pouvoir travailler avec des partenaires hébergeurs en particulier qui sont avec un souci du bilan carbone de leurs installations pour réduire au maximum ce bilan carbone. Alors, petit rappel. Voici pour moi les acteurs significatifs dans le domaine de l'IA et de ce qu'on appelle les larges langages, les LLM, hein, Large Language Models. Après, vous avez des gens qui font de l'IA générative, donc ça, je dis, j'en parle pas. Vous avez Midjourney, vous avez des gens comme ça. Bon, ce sont des acteurs qui sont à part. Ce qui est intéressant de voir, c'est que vous avez ici les principaux. Vous avez d'abord les Américains, hein, donc GPT-4 donc, qui est OpenAI. Vous avez Llama 2 qui est le LLM de Facebook. Gemini qui est le LLM de Google. Claude 3.5 qui est celui d'Anthropic. Et donc vous avez ici les paramètres de base de ces LLM, le nombre de paramètres qui ont servi à entraîner le modèle. On est sur des gigaparamètres. Hein. Donc vous voyez ici, pour Gemini, on est sur 2000 milliards de paramètres.
Donc c'est colossal. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Bon, je vous dirais 2000 milliards ou 3000 milliards. Ça veut dire qu'ici, au niveau de l'énergie connue, calculée pour entraîner ces modèles, on est sur les équivalents de tranches nucléaires. Une tranche nucléaire, c'est à peu près 1000 mégawatts. D'accord? Donc pour entraîner Gemini 2, il a fallu 3 à 4 tranches nucléaires, l'équivalent en 1 heure, pour entraîner le modèle, simplement pour l'entraîner. D'accord? Et ensuite, il y a toutes les requêtes qui sont faites derrière pour pouvoir interpréter les données et générer des résultats. Où là, ça va générer encore de l'énergie, ça va avoir besoin d'énergie, ça va générer du carbone. Vous avez l'acteur qui est sorti très récemment, qui est DeepSeek, qui est un acteur chinois. Donc là, vous voyez l'estimation de calcul d'entraînement de DeepSeek qui correspond à cette tranche nucléaire. Quand on sait qu'en Chine, c'est surtout des tranches, c'est pas des tranches nucléaires, c'est des tranches d'usines comment dire, des centrales à charbon. Vous voyez un peu l'impact de diffusion carbone que cela peut donner. Alors, où je termine pour moi par un petit cocorico, un acteur français qui a sorti il y a quelques mois donc un LLM qui s'appelait Mistral Large 2. Avec 7 gigaparamètres et des tokens de longueur 8K. Alors le token, c'est la longueur en fait de la fenêtre en interprétation du contexte quand vous injectez un contenu dans l'IA pour lui poser une question. Plus sa fenêtre d'interprétation est longue, plus la réponse va être précise. Donc ici, vous avez des gens les gens qui sont très performants, c'est ceux qui sont au moins 128K. Au niveau du token. Mistral a démarré à 8K. Donc ici, on a un modèle qui est quand même ultra optimisé au niveau de Mistral qui s'appelle Small 3.1, qui est le dernier qui sort, qui est celui, pour ne rien vous cacher, sur lequel on travaille, et qui a 24 gigas paramètres, qui est multimodal. Je vais donner un peu plus de détails après sur ce modèle-là, et qui a des tokens de 128K. Donc ça, ce sont les acteurs. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'on peut utiliser? Alors nous déjà, je vous avais dit qu'on a fait un connecteur ChatGPT avec GPT-4 pour pouvoir s'en servir et montrer surtout, nous il y a un intérêt, on va dire tout à fait franchement, il y a un intérêt marketing par rapport à notre cible de clientèle qui est CAC 40 avec l'industrie du luxe, industrie de défense, spatiale et ministère des Armées. Quand on leur parle de GPT-4, ils ont des boutons qui leur poussent. Donc on a fait ça surtout pour des besoins marketing et surtout pour montrer que on faisait de l'IA depuis 12 ans, donc on savait très très bien utiliser ces modèles-là. Donc on a fait des choses avec GPT-4. Ce qui est intéressant, c'est que Mistral fournit une API qui est OpenAI compatible. C'est-à-dire que tout ce qu'on a fait sur GPT-4, on peut le transposer quasiment en claquant des doigts vers Mistral. Ça, c'est ce qu'il faut retenir de ce tableau-là. Voilà. Donc les autres, on n'y est pas allé. Alors une petite incursion dans le monde Copilot, puisque Copilot, c'est l'IA de Microsoft. Alors pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que tout simplement, nous, on a beaucoup de clients. On est très présent dans le monde des collectivités territoriales. On a beaucoup de clients qui disent nous, voilà, notre hiérarchie nous dit d'utiliser Copilot. Nous, dans le groupe Volaris, qui est maintenant notre groupe de tutelle, qui détient Orkis, effectivement, c'est Copilot qui est déployé partout parce que il y a la suite Office 365 qui est déployée dans tout le groupe et donc Copilot est associé à la suite 365, Office 365. Alors les intérêts de Copilot, alors déjà, c'est un co-développement Microsoft OpenAI. C'est pas une IA autonome qu'a développé Microsoft, c'est un co-développement. D'ailleurs, Microsoft est en train de passer des accords avec Mistral parce qu'ils s'aperçoivent qu'avec OpenAI, ils ont des problématiques de souveraineté. Donc, ils sont en train de passer des accords avec Mistral AI. Ils ont pris une participation dans Mistral AI pour pouvoir créer des passerelles avec ce LLM. Mais en gros, les points importants qu'il faut retenir sont ceux qu'il y a dessous, une intégration avec les produits. Alors ce qui s'est passé, c'est que Microsoft, en fait, a pris le modèle GPT-4 et l'a réentraîné en disant, voilà, nous, ce qu'on veut faire dans Office 365. Donc le modèle a été réentraîné pour le besoin de Microsoft. C'est là où on dit que c'est un co-développement. Donc ça veut dire qu'il y a une bonne intégration avec les produits de la suite Microsoft, qu'on peut personnaliser le modèle et puis avoir des réglages fins.
Alors, ce qu'ils mettent en avant, c'est la sécurité et la conformité par rapport aux prérequis imposés par les lois européennes. Hein. On en reparlera après. Vous avez la petite phrase en dessous qui vous dit ce qu'il en est exactement. Ils ont axé ça sur la collaboration et la productivité avec les équipes. Bon, ils sont multi-agents. Ils donnent la possibilité d'utiliser des données propriétaires. Et ils ont une API. Ils ont une API qui est sous forme de plugins, hein, comme des plugins Microsoft aujourd'hui 365. Donc on a la possibilité d'adresser Copilot via cette API-là. Alors malgré les points 3 et 3, 4, 5, 6, 3 et 6, où ils disent, nous, il n'y a pas de problème de sécurité, il n'y a pas de problème au niveau des données. C'est vrai. Sauf que, vous savez ce qui se passe avec Trump et Musk. Musk est sorti, mais ce qui se passe avec Trump aux États-Unis, ils sont sociétés américaines, quel que soit l'endroit où se trouvent les données dans le monde, c'est l'extraterritorialité de la loi américaine et le Cloud Act qui joue. Donc ça veut dire qu'en fait, si ça vire à Trump de dire telle société a des données intéressantes et on veut les récupérer, Microsoft ne pourra rien faire. L'extraterritorialité joue. Voilà. C'est pour ça qu'en fait, nous, on fait partie d'un groupe international qui est un groupe d'origine canadienne. Bon, là, on peut dire qu'on est un peu... Il y a un peu un mur, un firewall entre le Canada maintenant et les États-Unis. Le groupe dit, bah oui, on est Microsoft et donc on va utiliser Copilot. Sauf que nous, on a dit au groupe, non, parce que nous, les clients qu'on a, la souveraineté est fondamentale. Et donc, on utilisera des modèles qui sont des modèles souverains. Donc, le modèle souverain on est en train d'implémenter, c'est donc, comme je l'ai dit, Mistral Small 3.1. Alors, sa capacité, c'est que ses points forts, c'est qu'il sait interpréter à la fois du texte et de l'image, justement pour faire de l'indexation d'images ou autre. C'est un peu ce qu'on fait avec ChatGPT aussi. Il est optimisé compte tenu de son nombre de tokens sur des longues séquences de texte et donc il est très performant pour donner des réponses très précises grâce à ce nombre de tokens en entrée. Il a été optimisé aussi pour les besoins de la communauté européenne, donc il est très performant sur le multilinguisme dans les langues européennes. Ensuite, il y a un élément qui est fondamental pour nous quand on travaille sur des applications métiers, c'est qu'il est optimisé pour le fine-tuning, c'est-à-dire pour pouvoir optimiser les modèles à partir des données spécifiques clients. Quand vous avez, nous on travaille avec Safran par exemple, Safran, on va dire, ChatGPT va vous dire oui ça a l'air d'un réacteur, mais il ne va pas vous dire le modèle de réacteur, il ne va pas vous dire quelle pièce du réacteur c'est, etc. Donc on a la nécessité, si on veut être performant sur de l'indexation automatique, de réentraîner le modèle avec les données du client. Et pour pouvoir réentraîner le modèle avec les données du client, il faut envoyer les données au modèle. Donc là, en l'occurrence, impossible d'envoyer les données chez OpenAI. Alors que Mistral a été optimisé pour ça et que, comme il est dit un petit peu plus bas, il est déployable sur une infrastructure légère, c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser avec un PC et une carte GPU, et ça fonctionne bien. Et Mistral nous donne une garantie de souveraineté par rapport au Cloud Act. Alors à côté de ça, comme je disais tout à l'heure, il a une API qui est OpenAI compatible. Alors ça, pour nous les développeurs, c'est vachement intéressant parce que vous verrez l'interface qu'on a développée, si j'ai le temps, tout à l'heure. On a commencé un peu tard, donc voilà. Donc si je vais vous montrer ça, on a développé cette interface avec GPT-4 et l'interface avec Mistral va être strictement la même. On a juste les points d'entrée à changer. Donc pour nous, c'est important parce que on a un partenaire hébergeur qui est souverain, qui est FreePro, sur un cloud qui est souverain. FreePro va héberger des instances Mistral AI sur son cloud souverain. Donc nous, on ne sortira pas à l'extérieur. Il y a une garantie de non-publication des données clients vers l'extérieur.
Alors, petite théorie, juste pour la bonne bouche, qu'est-ce que c'est que le fine-tuning? Alors là, si vous voulez, voilà, à la base, quand on entraîne un modèle, on va prendre ce qu'on appelle un random neural network, c'est-à-dire que c'est un réseau de neurones avec des cases vides à l'intérieur. C'est-à-dire que le réseau, il a des cases de données qui sont vides, qui peuvent justement être réadaptées par rapport aux données qu'on va lui injecter. Ici, en l'occurrence, nous, le modèle qu'on utilise en particulier pour faire la reconnaissance faciale, c'est un modèle qui s'appelle ImageNet. ImageNet, c'est 14 millions d'images un peu génériques. Et c'est un modèle qui est open source, hein, qui a été créé par Facebook. Et donc, alors il est open source, c'est-à-dire qu'on n'a aucune relation avec Facebook. On a, via le labo avec lequel on travaille, on a pu avoir accès à ImageNet. Donc ça nous a permis de faire un premier entraînement pour avoir en fait un réseau de neurones pré-entraîné pour l'image. Et ensuite, l'idée du fine-tuning, c'est de dire, eh bien, on va aller en sortie de ce réseau de neurones préentraîné pour l'image, on va réinjecter des datas spécifiques au client. D'accord ? Et ces datas spécifiques vont permettre de générer un modèle fine-tuné qui sort ici. D'accord ? Là où je dis que bon, on a une vraie compétence à amener en plus, malgré tout ce qui se passe aujourd'hui avec des gens qui vous disent on fait papa-maman et n'importe quel étudiant peut générer des données à partir de ChatGPT. En l'occurrence, si on veut faire ici de l'optimisation réelle, il faut qu'on gère ce qu'on appelle des époques. Hein, en anglais, epoch, et en français, époque. Ça veut dire qu'en fait, on va réinjecter autant de fois que nécessaire les données à fine-tuner dans le modèle pour pouvoir l'optimiser. Ça se fait passe par passe, pour pouvoir l'optimiser au fur et à mesure. Alors, il ne faut pas en faire trop, mais il faut en faire suffisamment. Et c'est là que toute la compétence qu'on a acquis est importante. C'est-à-dire que si on en fait trop, on va biaiser en fait les interprétations. Si on n'en fait pas assez, on ne va pas suffisamment fine-tuner. Voilà. Donc ça, c'est important à savoir, c'est que pour pouvoir travailler dans le monde professionnel, utiliser des données qui sont spécifiques, qui sont des données métiers, vous avez besoin d'un professionnel pour pouvoir entraîner votre modèle. Alors, ce qu'on fait dans Ajaris, voilà tout ce qu'on peut faire dans Ajaris aujourd'hui au niveau intelligence artificielle. On peut faire de la recherche par dominante de couleur, on peut faire de la recherche de doublons ou d'images proches, on peut faire de la détection et la reconnaissance de visage, du dérochage plan à plan dans les vidéos en automatique, de l'aide à la transcription automatique, de la préindexation de vidéos et de podcasts. Toute cette partie-là, elle est faite exclusivement avec des algos développés par Orkis sur la plateforme Orkis qui ne font appel à aucun algorithme extérieur et à aucun LLM extérieur. Ensuite, on a ici, l'année dernière, créé ce connecteur avec GPT-4, comme j'en ai déjà parlé, pour faire de l'indexation du titrage d'image et du résumé automatique. Ça marche très très bien, c'est très bluffant. Hein, vous allez voir le résultat qu'on peut avoir. Mais on a la problématique des données, et donc de qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'ils font de ces données-là. Et ce sur quoi on travaille, comme je l'ai déjà dit, c'est pouvoir faire ça via Mistral AI et Mistral Small 3.1 pour faire la même chose, mais sur un cloud souverain. Voilà, donc je vais maintenant, dans le quart d'heure qui me reste, essayer de vous montrer rapidement ce que ça donne et ce qu'on peut faire. Alors, ici, vous avez donc les quatre grandes utilisations. Là, vous êtes dans Ajaris. Hein. Vous avez les quatre grandes utilisations possibles de l'IA au sein du produit. Donc, on a parlé d'indexation automatique. Donc, l'indexation automatique, ici, ça permet, à partir d'une photo qui est envoyée qui est envoyée sur Ajaris via ChatGPT. Alors, je vais aller ailleurs. Je vais aller dans la partie exploitation, hein, ça c'est la partie présentation. Ici, voilà, donc ici je vais revenir dans la partie indexation. Donc là vous avez un camion de pompiers. Donc ce camion il a été envoyé à GPT-4. Et donc GPT donne ici, on lui a demandé de titrer et de donner une description en fait de cette image-là, d'accord ? Et de générer des mots-clés automatiquement à partir de cette image.
Okay. Donc ici, on a un champ dans lequel on va injecter les mots-clés, un champ dans lequel on va mettre le titre et un champ dans lequel on va mettre la description. Donc en fait, dans Ajaris, on a une structure qui est complètement paramétrable. On va créer le prompt en lui disant, bah, voilà, les prompts ils peuvent être créés comme ça. Alors là, on ne peut pas re-injecter, on ne peut pas rappeler GPT-4 sauf si on demande l'autorisation. Et si vous voulez le faire, l'utilisateur, il a un tas d'alertes pour dire, attention, il vous permet de faire plein de choses. Attention, dès lors que vous activez l'envoi de vos données vers GPT-4, vous en conservez bien entendu la propriété, mais vous cédez un droit de licence d'utilisation non exclusive et illimité de ces contenus à OpenAI. C'est-à-dire qu'en fait, ils vous disent oui, les contenus vous appartiennent toujours, pas de problème. Sauf que ben, nous, comme vous nous les avez envoyés et qu'on vous a donné un service, ben, derrière, on va quand même un peu s'en servir pour entraîner nos modèles et éventuellement pour permettre à certains partenaires de les utiliser. Donc, quelque part, ils disent, vous pouvez faire, mais voilà. Donc, je vais accepter 2 fois, et là, j'ai la possibilité de régénérer un prompt ici. Voilà, je peux redonner un titre, une description, donner 5 mots-clés, quel est l'intérêt de cette image, etc. Donc là, voilà, on va mettre quel est l'intérêt de cette image, et je vais envoyer mon prompt. Alors, c'est des prompts qui sont très très simples, hein, mais on peut rédiger ici, dans cette zone-là, le prompt que l'on veut, et qui va donner un résultat. Voilà. L'image montre un véhicule de secours et d'assistance aux victimes utilisé par les services, etc. etc. Donc, vous voyez, là, j'ai fait un adressage direct de GPT-4. Hein. Ce n'est pas dans la base. J'ai adressé GPT-4 directement depuis Ajaris. Donc, après, on a plein de... Voilà, quand on regarde ici les différentes images, on va grossir un petit peu. Ici, on a exactement la même image. Et il a donné des interprétations qui sont chaque fois un petit peu différentes. D'accord ? Donc ici, le titre, il est un petit peu différent. Évasion relaxante, un moment de bien-être. Puis après, la suivante, ça va être évasion détente, ambiance spa à la maison. Voilà. Donc le résultat qu'il va vous donner doit vous satisfaire aussi, mais c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait toujours un contrôle humain derrière, dans la mesure où vous, en tant que gestionnaire de votre base, vous allez devoir obtenir un résultat qui va être le plus optimum par rapport à l'utilisation que vous voulez en faire. Hein. Donc c'est pour ça que nous, on donne la possibilité de créer des prompts un peu automatiques à partir de la console d'administration, mais vous avez la possibilité aussi de corriger ces prompts si vous estimez que la donnée n'est pas suffisante, que l'information n'est pas suffisante. Hein. Alors maintenant on va passer ici rapidement à la reconnaissance faciale. Alors la reconnaissance faciale, c'est un... ils attendront, hein, désolé, mais voilà. Bon, donc la reconnaissance... Non, vous inquiétez pas, j'en ai plus pour longtemps. La reconnaissance faciale, vous l'avez ici. Donc ici, vous avez notre... avec nos clients, on organise des journées thématiques chez chacun de nos clients. On était chez les pompiers le 10-31. Et là, on a fait le matin un atelier sécurité avec les pompiers du SDIS. Et donc, l'après-midi, on parle d'Ajaris. Donc c'est sympa. Et ici, vous voyez que les personnes ont été reconnues. Donc Jacques Faideuil, qui est responsable des développements, et Sid Carré, qui est une de nos clientes. Donc là, il fait une détection qui est une détection automatique. Pour pouvoir faire ça, eh bien, on va lui donner... Alors là, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vous qui entraînez le modèle. Ce n'est pas un algo que vous allez chercher sur Internet. Vous avez votre moteur qui est résident à côté d'Ajaris sur notre cloud. Et vous allez injecter à l'intérieur les personnes qui vous intéressent et entraîner le modèle sur ces personnes-là. D'accord ? Donc, pour pouvoir entraîner le modèle sur ces personnes-là, si je tape le nom de Jacques, voilà, Jacques Faideuil, tac. OK. Donc, il va me donner différentes possibilités. Alors, il y en a beaucoup des Jacques Faideuil, donc dedans, voilà, il est là. Donc il va me présenter ici dans les... Voilà, Jacques Faideuil est ici. Et vous voyez qu'il crée des dossiers d'entraînement. Donc les dossiers d'entraînement, il va... D'abord, il y a un dossier qui est celui RocoSource, où on met des photos qui sont suffisantes et nécessaires pour pouvoir entraîner le modèle. Ne pas mettre des photos des gens de dos, ça ne sert à rien.
il faut mettre, si vous mettez des gens de profil, comme ici, sur ces deux-là, vous avez aussi une belle photo où il est de face, où il est en groupe ici avec d'autres personnes. Donc à partir du moment où vous avez sur une personne 5 ou 6 images emblématiques, vous pouvez entraîner le modèle à reconnaître les 10 premières personnes et ensuite il vous suffit d'injecter et de montrer une fois la personne et il va reconnaître les autres. D'accord ? Alors il y a un petit peu de travail au départ, mais je peux vous dire que les clients qui s'en servent, au bout d'un moment, ils ont un peu trimé au départ, parce qu'en plus c'est ceux qui ont testé un peu le produit avec nous, mais ils ne peuvent plus s'en passer, quoi. Parce que quand vous avez des photos avec énormément de photos de visage ou autres, avec des décideurs à l'intérieur, c'est toujours super important de pouvoir les retrouver, de pouvoir les indexer. Voilà, donc dernière chose, parce qu'il y a tout le monde à l'entrée là qui attend d'arriver, je vais vous montrer ce qu'on fait en transcription automatique, qui est encore une... Ici, voilà. Donc ici, on a une transcription automatique. C'est une vidéo qui a été qu'on a tournée nous sur un module qui s'appelle EasyTag. Donc quand je lance en fait la lecture, je vais avoir au niveau de la transcription, voilà. Ce module EasyTag permet la reconnaissance automatique de la bande audio d'une vidéo. C'est-à-dire voilà. que vous avez une bande audio. Donc ici, vous avez des mots-clés qui apparaissent, qui ont été extraits, de la vidéo. Donc si je veux aller voir où est-ce qu'il a prononcé EasyTag, je clique dessus et il va se prononcer directement sur les endroits où EasyTag a été prononcé. Ça, c'est vachement pratique parce que quand vous ne savez pas où vous devez lire que les morceaux qui sont intéressants, eh bien, vous avez la possibilité de le faire. Avec, ici, la possibilité d'injecter la transcription que vous avez là à ChatGPT et ChatGPT vous sort le résumé synthétique de ce qui a été dit dans la vidéo. Voilà. Bon, désolé, j'aurais voulu vous en montrer plus, mais on est en temps tendu. En tout cas, si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez aller sur notre stand en face de la porte. Quand vous descendez, on est juste en face. Voilà. Merci de votre attention.